Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexandra. Je suis récemment diplômée à la Sorbonne Université. Je finis ma thèse en mois de décembre et je vais étudier la confiance entre les humains et l'intelligence artificielle dans le contexte de la prise de décision. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ce que je fais pendant ces 3 ans. Spécialement, je vais apporter mon intervention sur les facteurs qui influencent la confiance des utilisateurs dans ce type de contexte. Et aussi, je vais évoquer l'importance d'évaluer la confiance et je vais expliquer pourquoi. Comme ceci. Ok, super. Super. Déjà, avant que je lance et je partage ces informations, il y a un constat que j'ai eu. Je veux identifier bien le contexte, qu'est-ce que ça veut dire prendre une décision avec l'IA dans le contexte de la décision en risque. Première chose, quand je parle de l'IA, je parle en termes assez global. Ça peut être presque n'importe quel type de modèle, machine learning, neural networks. Dans ma thèse, je ne suis pas focalisée sur un type d'interrogé particulier, c'était vraiment les systèmes qui intègrent n'importe quel type d'IA. La deuxième chose, la tâche peut être différente aussi. Ça peut être une planification de quelque chose, une prédiction, c'est-à-dire la prédiction, prédiction des valeurs fonctionnelles, par exemple. Et aussi, un petit peu. Pardon, je crois que c'est parce que Et la dernière chose, je ne parle pas d'un domaine en particulier. La seule chose que je parle du domaine au risque, ça veut dire si on prend une mauvaise décision, il y a des conséquences pour la santé de quelqu'un, la vie, ou des conséquences sérieuses et financières. Donc, on parle de l'argent. Et globalement, on peut dire que les contextes les plus fréquentés que j'ai vus dans ma recherche, c'était la décision de l'État, financière et sociale. Et la chose importante aussi, c'est que c'est l'humain qui réfléchit, qui ne sait pas quoi faire, puis il a une opinion ou recommandation qui vient de l'IA, et c'est l'humain qui est responsable de la prise de décision. C'est-à-dire, je n'ai pas totalement me concentrer sur l'état à 100% automatisé. Il y a toujours human in the loop qui a le mot final. Et du coup, dans ce contexte, parfois, quand on reçoit la recommandation d'IA, on ne sait pas si elle est de bonne qualité, si on doit prendre en compte ou pas, et comment est-ce qu'elle a été délivrée. Et du coup, la confiance, c'est très important dans ce cas particulier. Et si la confiance est importante, on doit comprendre qu'est-ce qui fait la diminuer ou l'augmenter. Et quand ce domaine, interaction humaine-IA, et surtout la confiance dans cette interaction, dans la décision, et le domaine assez nouveau, assez jeune, on peut dire. Il n'y avait pas forcément l'état de l'art sur l'écosystème de facteurs qui on a trouvé qui influencent la confiance. Du coup, ce que je fais pendant les années de la recherche dans le cadre de ma thèse, j'ai décidé de faire un petit état de l'art pour comprendre si on peut comparer si les frameworks pour la confiance et les autres frameworks plus globaux qui ne focusent pas spécialement pour l'intelligence artificielle, s'ils sont différents ou pas de ce qu'on voit dans l'interaction avec humain et l'IA. Et du coup, pour faire sur l'état de l'art, je fais un registre systématique dans la recherche académique pour comprendre quel type de facteurs est déjà étudié et dans quelle manière et quels sont les facteurs les plus importants selon du prisme académique. Et aussi, dans un autre temps, je vais parler avec les gens qui travaillent avec l'IA, qui
créer des entreprises, proposer des solutions pour la prise de décision, pour aussi comprendre comment est-ce qu'ils envisagent, est-ce qu'ils réfléchissent globalement à la confiance de l'utilisateur. Et ça reste quand même un thème assez dans l'académie, ou c'est quelque chose auquel j'en pense dans l'état plus pratique entre les visions. Et si les personnes qui travaillent, qui développent, qui font le design pour l'IA, s'ils réfléchissent à la confiance de l'utilisateur, quel type d'outils, quel type de facteurs auxquels ils pensent dans leur travail. Et j'ai comparé les deux. Ce que j'ai trouvé, que globalement, tous les facteurs dont on a parlé dans l'académie, mais aussi dans l'industrie, il y a 3 groupes principaux. Le premier groupe, c'est lié au contexte socio-technologique. Ça veut dire que quand on prend une décision avec un système qui est employé sur le marché, et ce n'est pas un système isolé, et il y a toujours le contexte dans lequel on prend les décisions. Du coup, ça dépend du contexte où le système est employé. Et normalement, on utilise le système, pas que moi. Il y a des autres personnes qui l'utilisent. Peut-être qu'on prend une décision qui vient d'une équipe. Et du coup, ça veut dire que des facteurs qui sont liés à ce type de contexte socio-technologique ont l'influence sur la confiance. Et le deuxième groupe global, c'est le facteur lié au développement et les constructions du système. C'est ce on va évoquer après. L'exemple, c'est les types d'explication, la transparence, les autres métriques comme recall, precision, etc., etc., et aussi l'interface. Et le troisième groupe, c'est les préférences et les expériences des personnes, c'est-à-dire les utilisateurs ou les autres personnes qui interagissent avec le système, leur expérience passée, leur personnalité, leurs expertises aussi font un impact sur sur lequel point ils font la confiance dans l'IA. Et pour chaque type de groupe, je vais évoquer juste 3 exemples à cause du temps limité, mais je serais ravie d'en parler si vous voulez après. Je choisis l'exemple, c'était les exemples les plus marquants pour voir la différence un petit peu dans l'approche académique et industrielle sur les facteurs qui font la confiance. Du coup, je vois le premier groupe, et dans le premier groupe, le facteur qui influence la confiance entre les humains et l'IA, c'est la confiance entre les humains tout court. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire, par exemple, on a l'équipe qui développe l'IA. Il y a des utilisateurs, spécialement c'est les utilisateurs qui sont les consommateurs eux-mêmes, qui ont le projet, qui ont évoqué cette équipe pour développer l'IA. Avant même de faire la conception du système, ils se parlent, ils discutent et ils créent un type de rapport. Et du coup, ce rapport entre les utilisateurs futurs et l'équipe qui développe l'IA peut avoir l'impact sur la manière dont les utilisateurs vont utiliser l'IA après, vont utiliser ce système après. Du coup, ça veut dire que parfois, tous les échanges, la collaboration entre les humains ou dans la conception de ce système fait l'impact sur comment les utilisateurs vont l'utiliser après. L'une des choses que j'ai eues dans les entretiens, c'était l'un des travailleurs qui travaillait avec l'IA. Et cette personne a dit que c'est lui l'expérience. Si les utilisateurs ont confiance à l'outil, ça va dire qu'au nom de deux, ils vont faire confiance au système aussi. On peut dire que cette confiance est transversale, elle passe du humain à l'IA. Et si je dois parler de ce facteur confiance entre l'humain sur le plan de vue académique, il y a vraiment très peu d'études que j'ai trouvées qui parlent de ça. Et si l'étude ça, c'est plutôt
la confiance entre les utilisateurs n'est pas l'éthique. C'est-à-dire, si je connais quelqu'un qui avait utilisé ce système déjà, et cette personne fait confiance, et si je fais confiance à cette personne, je vais faire confiance au système aussi. Du coup, pour l'académie, c'est plutôt la confiance entre les humains. C'est pas quelque chose qui est très, très beaucoup étudié. Et pour le point de vue académique, ça passe entre les usagers, mais pas forcément entre les usagers et l'équipe qui concevra le système. Le deuxième point, c'est le développement. Comme je l'ai dit, l'un des exemples de facteurs, c'est la transparence et dont vous l'expliquez déjà partie. Et mais selon le point de vue de l'industrie, l'explicabilité ou la transparence ne fait pas toujours l'effet sur la confiance. Parce que l'effet et la grandeur de l'effet dépend du contexte. Par exemple, si les utilisateurs ont le temps limité, ils sont très pressés, parfois la transparence peut leur gêner parce qu'ils n'ont pas le temps de réaliser toutes les informations qu'on nous donne avec l'explication. Et du coup, dans le contexte du temps très limité, l'explication peut même gêner pour la confiance. Mais aussi, son effet sur la confiance dépend du type d'utilisateur. Généralement, le discours, au moins quand j'ai commencé ma thèse il y a 3 ans, c'était l'explicabilité augmente la confiance. Mais ce n'est pas du tout le cas. Parfois, par exemple, les développeurs avec lesquels je fais les entretiens constatent qu'avec l'explicabilité, ils font moins confiance dans leur propre modèle parce qu'ils commencent à vraiment comprendre ce qui se passe derrière et ils commencent à être méfiants. Du coup, on ne doit pas forcément faire le lien entre beaucoup plus de transparence signifie beaucoup plus de confiance. Et par exemple, il y a aussi un autre groupe de personnes dont on ne parle pas beaucoup, et ce n'est pas les personnes qui sont impliquées dans le développement, ni les personnes qui sont les utilisateurs directement, c'est les personnes qui sont impactées par les décisions. Par exemple, dans la prise de décision médicale, l'utilisateur sera le docteur, et la personne impactée par la prise de décision, ce sera le patient. Et du coup, les patients, si un docteur donne une explication, OK, je choisis ce type de traitement pour vous parce que le système a suggéré, parce que ABC. Pour les personnes qui sont impactées par les décisions, c'est pas en fait la plus importante de comprendre pourquoi cette décision a été retirée. Le plus important dans l'explication, ce serait ce que vous avez mentionné pendant le premier départ, c'était pas vraiment expliquer, mais pouvoir être réactif, utiliser ces informations et réagir sur cette information. Commencer à avoir un type de négociation si jamais ils ne sont pas d'accord avec ce type de décision. Du coup, explication, certes, c'est utile, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information? Et si on peut faire quelque chose au-delà de juste la lire et apprendre et c'est tout. Dans le monde académique, il y a plus ou moins les mêmes discours sur la transparence, c'est le facteur qui est beaucoup étudié, mais il y a une tendance qui commence à ressortir de privilégier la transparence sociale au lieu de transparence technologique. La transparence technologique, c'est ce que je veux dire, comment est-ce que le système est arrivé à ce type de décision, comprendre le fonctionnement du système. Mais transparence sociale, elle est différente. Transparence sociale a le lien avec ce que je viens mentionner dans le groupe précédent, les interactions entre les usagers. Parfois, pour les utilisateurs, ça n'a pas de sens de comprendre comment le système est arrivé à cette conclusion parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences techniques pour comprendre. Mais pour eux, c'est plus important de comprendre le contexte social, c'est-à-dire une personne, mon collègue ou ma responsable qui a travaillé déjà avec ce système. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il ou elle aurait fait à ma place?
Du coup, les transparences sociales, je vois que parfois, on peut mettre en transparence nos valeurs, le contexte social, au lieu de partager les détails sociaux du contexte. Pourquoi est-ce que cette recommandation a été donnée, au lieu d'expliquer les détails technologiques. Parce que parfois, c'est ce que les personnes cherchent à comprendre. Si je fais ça, est-ce que mes collègues auraient fait la même chose à la place? Et le troisième point, c'est aussi, dont je vais parler, c'est les préférences et l'expérience des personnes. Parfois, on a des recommandations qui sont de bonne qualité, de mauvaise qualité, mais on nous a entendu déjà à ça. On pensait que le système marche très bien. Du coup, c'est une bonne recommandation, je suis contente. Il n'y a rien qui se passe. Ou il y a une mauvaise recommandation, c'est trop erroné, pas de réaction de la part non plus. Mais parfois, ça peut arriver qu'il y a une bonne recommandation qui arrive et on ne s'entendait pas du tout. Et au contraire, on croyait que le système marche bien, mais la recommandation n'a rien à voir avec le problème selon nous. Et c'est ça qui évoque l'élément du surprise. Du coup, parfois, c'est pas l'inexplique qui joue le rôle, mais c'est notre perception de la nature de cette recommandation qui fait l'impact sur la confiance. Et quand j'ai parlé avec le secteur privé, avec les entreprises, ce facteur a été beaucoup évoqué, c'est facteur de surprise. Si les gens disaient si nos clients sont surpris, et c'est une bonne surprise, parce que la surprise peut être une bonne ou une mauvaise surprise. Une bonne surprise, si je ne suis pas entendu totalement à ça, mais franchement, ce système a aidé, c'est génial, j'ai appris quelque chose, il y a eu un lien lié auquel je ne me suis pas attendue, c'est génial. Et du coup, c'est pas forcément l'interface qui nous fait confiance, c'est pas forcément le contexte, mais c'est vraiment nos attentes et les attentes des utilisateurs liées à l'expérience aussi, qui leur fait évaluer la recommandation, voire la recommandation de une entreprise. Et ce facteur, alors qui était très évoqué pendant les entretiens avec le secteur privé, dans l'académie, avec l'IA et la prise de décision, n'est pas trop pour l'instant étudié. Et même si, moi, j'en ai trouvé au moins 15 facteurs qui sont en commun entre les papiers scientifiques révisés et aussi les entretiens. Du coup, on a déjà un framework de 15 facteurs qui influencent la confiance. On peut se dire, OK, si on les prend en compte, du coup, on va établir la confiance. C'est peut-être vrai, mais c'est toujours important d'évaluer à quel point on a réussi. Parce que, comme j'avais évoqué, on peut croire que ça va faire l'effet sur la confiance, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent agir sur le colo, comme le contexte, le type d'expertise, le type des attentes, etc., et qui peuvent interagir avec eux et donner les effets de la confiance. Le contexte pourrait augmenter la confiance, mais les expertises de cette personne dans ce contexte fait que la confiance est réduite et du coup, les effets de ces deux facteurs sont éliminés. Du coup, c'est pour ça, même si on suit que les guidelines qui existent, si on prend en compte tous les frameworks qui existent, c'est important aussi d'évaluer à quel point on a réussi à établir la confiance. Mais quel type de questions est-ce qu'on doit poser aux nos utilisateurs pour évaluer la confiance? Donc, comment est-ce que ça va se passer? Tout ça dépend de comment est-ce qu'on définit la confiance. Il y a 3 mots-clés dans la définition de confiance qui font l'impact sur la manière dont on va évaluer la confiance. Le premier mot est que c'est une attitude, c'est-à-dire ce n'est pas forcément un comportement qu'on peut voir, parce que confiance, c'est quelque chose qu'on ressent, mais pas forcément c'est quelque chose sur lequel on réagit. Le deuxième mot-clé, c'est
il doit avoir une incertitude, une vulnérabilité, c'est-à-dire si on fait juste un simple exercice, pas mis dans le contexte, et on demande à un utilisateur prendre une décision qui n'a pas l'impact parce que c'est juste un test, et puis on veut évaluer la confiance. Peut-être on ne veut pas la confiance parce qu'il n'y a pas de conséquences, mais il n'y a pas la confiance au niveau cognitif n'a pas été triggered parce que c'est quelque chose comme c'est une notion qui doit avoir des bases pour exister. Et si on ne crée pas le contexte, alors on n'a rien à évaluer parce que la personne tout le temps, maintenant, quand on est assis dans cette salle, on pense pas, vous ne pensez pas, est-ce que vous me faites confiance ou pas? Non, parce que je fais une présentation et pour votre cerveau, ça sera beaucoup de faire ce type d'analyse pour chaque moment de aujourd'hui, évaluer si vous faites confiance ou pas. Et le troisième clé, c'est que pour avoir confiance en quelque chose, il faut d'abord avoir les attentes positives de réussite de cette interaction. Et si on n'a pas ces trois mots-clés, ce qu'on pourrait évaluer, c'est pas la confiance, mais les autres concepts théoriques qui sont liés à la confiance, mais qui ne sont pas totalement la confiance. Et du coup, ça veut dire que la confiance est une attitude, et on ne peut pas juste observer ou estimer la confiance, le niveau de confiance en se basant du behavioral loss, c'est-à-dire combien de temps cette personne a suivi la communication ou pas. Il faut toujours aller dehors et pour comprendre ce qui se passe dans la tête, il faut poser des questions, soit par la voie du questionnaire ou des entretiens. Et si on veut évaluer la confiance, on doit mettre cette personne dans le contexte le plus véritable, le plus libéraliste pour pouvoir faire trigger la confiance sur le niveau cognitif. C'est-à-dire que même si c'est un test, on doit apporter des conséquences pour les décisions que la personne va apporter. Et même si c'est un test, on doit s'assurer qu'au moins dans les premières interactions, les premières décisions, que cette personne n'a pas de mauvaise surprise. Parce que si la première, on fait une étude et les participants, dès le premier décision, reçoivent une recommandation qui n'est pas correcte, alors pendant le déroulement de l'étude, ils n'auront pas de base pour établir la confiance parce qu'il était déjà tué déjà dès la première interaction. Du coup, toutes les questions qu'on va poser à cette personne n'auront plus de sens. Du coup, c'est important de s'assurer au moins 2-3 premières interactions que la recommandation sera la bonne pour une étude globale. Du coup, pour conclure, ce que les deux messages que je veux passer, que selon mon avis, et on va en discuter après, il n'y a pas un seul facteur qui peut augmenter ou diminuer la confiance à 5%, parce que parfois, quand je parle de ma thèse, les personnes qui n'ont pas un lien forcément avec la recherche me demandent OK, alors, si je veux créer un système, qu'est-ce que je dois inclure pour que tout le monde fasse confiance à mon système et comme ça, je gagne beaucoup d'argent parce que j'aurai beaucoup d'utilisation. Il n'y a pas une bonne réponse à ça parce que tout ça dépend des contextes, de la manière dont fonctionnera le système et aussi du type d'utilisateur. Et c'est très, même si on suit et on inclut, on prend en compte tous les facteurs, il faut quand même toujours évaluer la confiance pour comprendre à quel point on a réussi, parce qu'il y a ce système de facteurs qui se mêlent entre eux, trop complexe, et on ne peut pas s'assurer que même si on a suivi tous les guidelines établis, qu'on va atteindre le niveau de confiance souhaité. Merci beaucoup pour votre attention.
Alors, à nouveau, est-ce que vous nous faites complètement confiance ou est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser un système, enfin, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir confiance dans un système pour en faire quelque chose d'utile? Non, pas forcément. Spécialement si on parle de systèmes où les conséquences sont négligibles. Mais je pense, quand on commence à parler avec des conséquences qui sont plus sérieuses, c'est préférable de voir un niveau de confiance mais bien équilibré, parce qu'avoir beaucoup de confiance en quelque chose qui marche pas trop bien, ça ne valide pas du tout, parce que si on fait trop de confiance, ça veut dire notre type de décision va être suboptimal, parce que notre qualité de décision collective va se passer. Du coup, c'est pas nécessaire avoir la confiance, mais dans le contexte à haut risque, pour la décision à haut risque, pour la décision, les décisions les plus optimales, selon moi, c'est préférable d'avoir la confiance bien équilibrée. Ce qui est la plupart du cas dans la réalité. Oui, quel type d'outils utilisent-t-on pour évaluer la confiance? Des questionnaires? Il y a des questionnaires établis qui existent pour avoir la confiance. Il y en a beaucoup, du coup c'est difficile de choisir. Quand on regarde les questionnaires, il faut comprendre plus ou moins si c'est le bon ou le mauvais questionnaire entre guillemets. Déjà, la première chose, il doit être bien validé dans la littérature. Parce que parfois, quand j'ai fait le revue systématique des études, parfois les études utilisaient les questionnaires qui étaient un Frankenstein de plusieurs questionnaires. Et normalement, les questionnaires, ils sont établis, ils sont validés d'une manière très précise. Du coup, il faut déjà prendre un questionnaire complet et pas faire de morceaux par-ci par-là, parce que ici, cette question m'a plu, mais les autres pas trop. Du coup, j'en prends les autres. Et aussi, quand je vais parler, je mentionner dans la définition de confiance, les 3 mots-clés, spécialement les 12 principales, c'est vulnérabilité et les attentes positives. Quand tu lis les questions du dictionnaire, il faut aussi se tenir en compte si les questions qui sont liées, qui prouvent cette sensation de vulnérabilité et cette sensation d'atteinte positive, si le nombre de questions qui prouvent ça sont bien équilibrées, s'il existe déjà même un questionnaire, ce qui n'est pas le cas, dans lequel personne se sent en vulnérabilité avec le système, etc. Et parfois, il y a des questionnaires qui posent beaucoup de questions autour du sens de vulnérabilité et ignorent les étapes positives et vice-versa. Du coup, il faut prendre en compte aussi l'équilibre entre les types de questions. Voilà. Et sinon, à part de questionnaire, on peut aussi poser des questions ouvertes, c'est-à-dire un petit entretien, si le temps le permet et le concept de l'étude le permet. Et une autre chose, si on a aussi les moyens d'observer la personne pendant qu'il utilise le système, essayer de faire cette personne parler à voix haute pour comprendre le raisonnement et analyser les phrases que la personne dit pour aussi comprendre sur le point. Aussi faire d'autres confrontations, ça peut enregistrer la personne et lui faire passer ce qu'elle a fait. Tu n'as pas un exemple de questionnaire pour évaluer cette confiance? J'ai des noms précis. Je peux les partager après. J'ai oublié les références exactes, mais j'en ai trouvé, j'en ai analysé les questionnaires, j'en ai trouvé. Non, j'ai fait des conseils, je peux partager après des noms précis. Je pense que ça peut être. Oui. Après, je vais tout le
j'ai une question par rapport à ce que tu dis tout à l'heure, sur le développeur, qui est bien en moins confiance, est-ce que tu sais pourquoi, est-ce que tu as demandé pourquoi en fait, est-ce que tu as fait Oui. C'est une bonne question parce que oui, plusieurs personnes pendant les entretiens qui étaient développeurs ont évoqué ça, que, avec les expériences et que le temps ne passe et ils ont moins de confiance en leur positif. Et je pense qu'il y a peut-être deux explications pourquoi c'est le cas. La première est que peut-être au début, les attentes étaient trop trop optimiste, trop enthousiaste, parce que si c'est super, ça va trop marcher. Et au début, à cause de cette émotion et fierté de leur réussite, oui, ils font confiance parce que le contexte est trop positif. Et au fil du temps, ils commencent à comprendre, ok, peut-être il faut travailler ça, il faut travailler ça. Du coup, déjà, les attentes ont été équilibrées. Et, et aussi, et aussi, la deuxième explication que j'ai pu en tirer avec les conversations et que oui, il commence à avoir oui, la compréhension plus approfondie de ce qui se passe. Et alors, il commence à voir les problèmes dont il ne savait pas que ces problèmes existaient même. Du coup, oui, avec le temps, ils ont beaucoup plus d'expérience avec le système. Et parfois beaucoup de développeurs avec lesquels je parlais travaillent avec des systèmes explicables et parfois ils regardent les explications et parfois les explications sont trop complexes. Du coup, ils ont tendance à misunderstand les explications, misinterpréter et ils ont beaucoup d'idées. Il faut they follow the bias facts. Et quand ils commencent à bien comprendre aussi comment les explications marchent avec ses collègues, les collègues peut-être qui ont plus d'expertise dans quel type d'explication, ils commencent à s'apercevoir et être plus conscients de leur propre sujet, les interactions qui vont avec leur propre système. Après, si on parlait de la notion d'hallucination, est-ce que vous évoquez aussi le fait que, en fait, le système ne peut pas tester? C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas de protocole de test pour voir des armes, on ne peut pas les tester. On va savoir, en fait, on ne peut pas être sûr à 100% de ce qui va nous demander, mais on peut pas tester, on ne peut pas de protocole de test. Est-ce que vous avez parlé de ça? Oui, c'est vrai, ça a été un problème aussi évoqué quand je n'ai pas trop parlé de ça, parce que quand j'ai parlé d'évaluation de confiance, je parlais plutôt le côté académique et je n'ai pas parlé du côté de l'industrie parce qu'effectivement, sinon la présentation va devenir plus longue, beaucoup plus longue parce qu'effectivement, c'est assez difficile de faire pour eux, les petites entreprises, en tout cas, ils doivent s'occuper du tout, développement, design, marketing, mais aussi en plus faire les études, ils m'ont partagé que c'est effectivement difficile. Ils ne savent pas par où commencer, même de faire des choses basiques parce que c'est pas même leur compétence. Ils n'ont pas de ressources, ils ne savent pas où ils doivent trouver l'une des guidelines, ils ne savent pas que l'une des guidelines existe pour faire pousser quelque chose. Avec les gens avec lesquels j'ai parlé, qui travaillent nécessairement pas dans les big fights de certaines années, pour eux, ça reste le territoire inexploré. Une question, ça ne veut rien dire.
Je rebondis un peu sur la question précédente, avec le ChatGPT. En fait, une forme de sociabilité crée cette confiance. On va comprendre dans les développeurs ou dans les pairs qui vont avoir une IA. Et je me demande si dans le ChatGPT, qui est toujours avec l'équipe d'études, la confiance peut être une différence d'interaction. Le fait qu'il fait un dialogue, on sait qu'on peut corriger, qu'on peut revenir, et donc restituer une sociabilité, donc humaniser, alors que si c'était juste pour une question, on a un retour, on n'aurait pas des motifs de confiance ou de confiance. Ça correspond un peu à. Oui, c'est une bonne remarque. ChatGPT, ce n'est pas le type de système que j'ai précisément étudié, mais avec sa provocation, j'ai pu constater un mouvement assez intéressant dans la communauté de la confiance en IA. Parce qu'au début, l'un des facteurs assez importants aussi, c'était l'anthropomorphisme. À quel point le système a l'air ressembler à l'humain ou se comporter, parler, socialiser comme un humain. Et ce que maintenant chercheurs proposent pour le chat GPT, effectivement, pour que le système il nous dit ah moi j'ai trouvé cette question, est-ce que ça te plaît cette question, ah je suis désolée j'ai fait une faute, mais d'avoir de changer que le système adopte une narrative, un style de conversation plus technique. On peut commencer à voir ça quand le système n'a pas de réponse. Et maintenant, le ChatGPT ne dit plus ah, j'ai pas de réponse, désolé, je ne sais pas. Et le ChatGPT dit quand je suis un système qui a été entraîné sur toutes les données, il n'y a pas de réponse. Du coup, maintenant, ils ont compris que ce fait d'anthropomorphisme dans le style de conversation a des conséquences assez négatives et ils commencent à créer des systèmes moins personnalisés pour effectivement essayer de réstabiliser la confiance, la sous-confiance, bien sûr pas, et avoir la distance un petit peu pour faire comprendre que ce système, ce n'est pas un collaborateur, mais c'est un outil technologique. Merci. Merci encore. Merci pour le questions.